Je vous présente aujourd'hui notre 399e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, les résultats du second tour des élections départementales, quelle en est votre analyse ? Il fallait s'attendre à ce qu'évidemment ils ne correspondent pas à notre très grand succès du premier tour. Parce que, rappelons-le quand même, malgré la tentative d'enfumage qui a duré toute la soirée des élections, par des différents médias, le Front National, conformément d'ailleurs au texte officiel du ministère de l'Intérieur, est bien le premier parti. Avec 5 100 et quelques mille voix, il est devant l'UMP et devant, bien sûr, le Parti socialiste. Je ne parle même pas des petites formations dont on entend quelquefois parler, qui, elles, sont pratiquement inexistantes. Que ce soit les Verts, que ce soit défense de la France, ou je ne sais pas quoi, du Pont-Aignan, que ce soit des formations comme celle-là, elles sont pratiquement éliminées avec à 0 et quelques pourcents, 1%, etc. C'est clair. Le Front National a fait un très beau parcours de premier tour, mais au deuxième tour, s'agissant d'un scrutin majoritaire à 2 tours, nous avons été apparemment battus, puisque nous n'avons que 63 élus sur 2000, je pense, oui. N'est-ce pas ? Bon. Alors, on fait des gorges chaudes là-dessus, c'est ignorer le b.a.-ba de l'opération. Ce qui est extraordinaire, la victoire du Front National n'a pas été mesurée, même pas peut-être au Front National lui-même, dans sa véritable dimension. Car il faut se souvenir que les conseils généraux sont composés de personnalités politiques connues, notoires, qui sont généralement maires d'une commune dans laquelle ils font tout naturellement d'ailleurs 60-70% des voix. Comme d'ailleurs l'ont fait les maires du Front National, dont la gestion était critiquée régulièrement et qui ont fait en moyenne 75%, oui. N'est-ce pas, des électeurs. Donc c'est clair, mais il faut savoir aussi que ces conseils généraux sont des assemblées humaines, avec beaucoup d'hommes surtout, et des femmes qui se connaissent depuis des années, même quand ils ne partagent pas la même opinion. Oui. Et qu'il y a des relations de sympathie, d'amitié, des connivences qui se sont établies au cours des années, et que nous nous sommes présentés, nous avions un sortant contre 2000. Oui. Un contre 2000, et nous avons quand même eu 63 élus. J'ai noté d'ailleurs avec plaisir que dans les Bouches-du-Rhône, il n'y avait eu qu'un seul canton, c'était le canton de notre ami Gérald Gérin. Ce sont d'autres candidats que lui, puisqu'il n'avait pas souhaité être candidat. Ça m'a fait très plaisir. Et puis j'ai les Pen Mirabeau, où j'avais été prendre la parole, qui ont fait 49%, enfin bref, 50 même dans la ville, je crois, un peu plus de 50 dans la ville. Bon, je crois que le résultat a été excellent, encore une fois supérieur à ce qu'on pouvait penser, espérer ou estimer même. Car il me paraît qu'il y a, en dehors du rôle positif joué par la direction du mouvement, et en particulier la capacité de présenter près de 8000 candidats, c'est un travail absolument titanesque, eh bien, il y a, je crois, quelque chose qui nous est extérieur. C'est une réaction du peuple français, une réaction vitale qui évidemment s'incarne dans le Front National et qu'il doit conduire d'ailleurs à la victoire, comme je l'espère, après les régionales qui seront là et qui vont couronner en quelque sorte, en tous les cas préparer le couronnement de la pyramide en 2017 avec l'élection de Marine Le Pen à la présidence et d'une grande majorité aux élections législatives, car cela là ne va pas sans l'autre. Car le travail à faire sera immense et nécessitera un courage, une détermination, une patience considérable et une indulgence de l'opinion publique qui aura tendance peut-être à trouver que ça sera difficile. Alors, la défaite des socialistes n'a pas engendré de démission au gouvernement. Cela vous étonne-t-il ? Je trouve ça scandaleux. Je dis franchement que s'agissant d'une élection certes intermédiaire, qui sont généralement défavorables au pouvoir en place, mais avec une dimension comme celle-là,
suite à l'implication personnelle, active, haineuse, même dans certains cas, de M. Valls, ministre de l'Intérieur, dans la campagne, comme l'a été d'ailleurs celle de M. Sarkozy de l'autre côté de l'hémicycle, en quelque sorte, eh bien, on pouvait s'attendre à ce qu'on tire des conclusions qui étaient de remettre sa démission. On est désavoué, comme l'ont été les zigotos, traîtres conseillers municipaux de Nice, qui ont osé se présenter après avoir trahi le Front National et qui ont fait entre 2 et 3%. Voilà, le peuple a parlé. Quand on lui demande de dire ce qu'il a à dire, eh bien, il faut tenir compte de ce qu'il a dit, ou bien on n'est pas en démocratie. Oui. Mais chez les socialistes, d'ailleurs, Jean-Marc Ayrault, lui, avait donné sa démission. Eh oui. Voilà. C'est une autre conception de la démocratie que celle de M. Valls. Alors les médias, de leur côté, n'ont eu de cesse de marteler que l'on assistait à une victoire écrasante de l'UMP. Est-ce selon vous la réalité ? Bien sûr que non. C'est une victoire, certes, de la coalition électorale élaborée par Sarkozy, qui était UMP plus UDI plus Modem, enfin un petit peu, petite touche de Modem. Mais il est bien évident que ça n'est pas l'UMP. C'est une coalition électorale de droite, on peut dire, qui a battu la gauche, qui le méritait bien, il faut dire. Non pas tellement la droite d'être élue, mais la gauche d'être battue. Et donc, on ne peut que s'en féliciter. Cela étant, comme nous savons bien que ce sont les deux faces de la même monnaie, qu'après tout, ils font la même politique, qu'il y a bien un phénomène du MPS, on a bien vu d'ailleurs, au deuxième tour, notamment la gauche, les socialistes ont voté comme un seul homme pour l'UMP, n'est-ce pas, hein ? C'est moins vrai de la part de l'UMP en faveur des socialistes. Oui. Tout de même, il y a eu bien évidemment des transferts de voix, je dirais, complices. D'accord. Alors le fils de Claude Guéant est en garde à vue, justement dans l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, que vous aviez évoqué maintes fois lors des précédents journaux de bord. Aura-t-on bientôt, enfin, selon vous, connaissance du fin mot de cette histoire ? Écoutez, la mise en garde à vue du fils de M. Guéant est une mesure sur le principe de laquelle, d'ailleurs, je voudrais dire quelques mots. En principe, notre droit prévoit la présomption d'innocence. Or, je constate, dans les faits, comme tout le monde, que la mise en garde à vue, sans parler même de la mise en examen, crée une présomption de culpabilité, de fait. Par conséquent, il y a là quelque chose de profondément contradictoire dans notre univers juridique et de profondément nuisible, me semble-t-il, à une justice vraie. Alors je ne sais pas quelle est la réalité de ce qui est reproché à M. Sarkozy par l'intermédiaire de M. Guéant. Ça, en effet, ce sera à la justice d'en faire la preuve, en rappelant que je n'ai pas une confiance absolue dans la justice française, je tiens à le dire. Oui, alors 9 mois après le sauvetage de l'ex-Maury Ducrot, l'entreprise de messagerie Maury Global se retrouve liquidée, jetant, voire laissant plutôt ainsi 2200 salariés sur le carreau. Alors, est-ce un hasard, le fait que ça se passe juste après les élections, d'après vous ? Oui, ça arrive juste après que M. Sapin ait déclaré que dans le fond, le chômage, ça allait s'arranger, que c'était sur le point 2. Ce n'est pas vrai. Le chômage va continuer d'augmenter. Et même si l'on attend la croissance du bout de l'horizon, peut-être venant des États-Unis, on ne sait pas d'où, en fait, la situation de l'emploi est telle en France, elle est si grave qu'il ne faut pas s'attendre à une embellie et que tôt ou tard, Dieu merci, les socialistes et les autres en paieront le prix. Alors, le projet du ministère de la Santé concernant les salles de shoot, de nouveau débattu hier à l'Assemblée nationale. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, si en effet on soigne les problèmes du trafic de la drogue par l'autorisation de se droguer publiquement, oui. Et même le soutien technique du ministère de la Santé aux opérations de drogue,
eh bien, en effet, on peut s'attendre à tout. Il suffit de décréter que les agresseurs de banques sont de joyeux compagnons de la Marjolaine, et puis l'affaire sera réglée. Bien, alors, la charte d'engagement politique pour le département, adoptée par le bureau politique du Front National, en quoi consiste-t-elle, Président ? Écoutez, maintenant l'affaire est réglée. On connaissait les conditions, qui étaient la défense du département, le fait de ne pas augmenter les impôts, etc. Bref, il y avait 8 conditions qui n'ont pas, somme toute, à s'appliquer, puisque nous ne nous trouvons pas en situation d'arbitrage. Donc, dans ces conditions, n'est pas nécessaire, mais de rappeler, tout le monde peut d'ailleurs les trouver sur nos sites. Ce sont les conditions normales comment dirais-je, d'alliance avec le Front National. Alors, votre émission de ce matin, vous étiez l'invité de BFM TV. Comment cela s'est-il passé ? Écoutez, M. Bourdin a été plutôt courtois, mais il s'est cru obligé, comme tout un chacun d'ailleurs, de ressortir, comme ce fut le cas dans l'émission de télévision de Canal+. Oui. Pas toujours les vieilles histoires qu'on sort des tiroirs. Alors là, c'était le détail. Est-ce que vous êtes pour les détails ? Oui, je ne change pas d'avis. J'ai une opinion que je crois justifiée. Oui, les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, à moins que l'on ne m'oblige à croire que c'est la Deuxième Guerre mondiale qui serait un détail de l'histoire des chambres à gaz. Et ceux qui s'appuient sur ce genre d'opération pour porter jugement ont le plus grand tort. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour cette réponse. Vos lectures actuelles. Alors j'ai lu un livre qui n'est pas édité en France et qui est un livre écrit par je crois que c'est Véronique Murat, qui s'appelle Nino. Et c'est l'histoire de la communisation, de la bolchevisation de la Géorgie. Et nous sommes maintenant à 25 ans de l'effondrement du communisme, et les gens ont oublié que c'était l'opération criminelle la plus monstrueuse de l'histoire. On essaye d'ailleurs, les gens bien placés pour cela ont essayé, en ne parlant exclusivement que des crimes des nazis, de faire oublier ce que furent les crimes du monde communiste, parce que d'abord aussi nous entretenons de très bons rapports commerciaux avec la Chine communiste. Par conséquent, il ne faut faire de peine à personne, et donc on continue là à laisser se propager un certain nombre de mensonges et à ne plus parler de la monstruosité criminelle que fut le communisme, que furent les goulags, les 100 millions de morts dont ce régime politique est responsable et qui ont justifié, je le rappelle, la naissance du Front National et son combat. Mais nous n'avons pas oublié que le danger est toujours latent tout de même, qu'il est représenté par des courants qui espèrent renaître un jour ou l'autre, et que notre adversaire, notre ennemi, reste le communisme, notre ennemi principal, c'est sûr. C'est celui qui est encore vivant dans le monde. Et par conséquent, tant qu'il sera vivant dans le monde, nous devrons nous en méfier. Alors nous sommes à l'aube du week-end pascal, Pâques, donc la plus grande fête chrétienne de l'année. Allez-vous en profiter pour aller respirer l'air breton ? Le Christ ressuscité ne meurt plus, mais fait revivre. Oui, gloire à Pâques, alléluia, la grande fête qui est celle de la résurrection, eh bien, en effet, doit réunir tous les chrétiens et tous ceux qui se sentent attachés, sinon directement même à la religion elle-même, mais à la civilisation qui en a été issue, immense civilisation, aujourd'hui menacée, on le sait, de toutes parts. Je vous remercie infiniment, Jean-Marie Le Pen. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous fêterons le 400e journal de bord. Ah, là, je crois qu'on boira un verre. On boira un verre, comptez sur nous.